Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Christophe sur France Maghreb 2. Bien le bonjour à vous, c'est comme une impression d'avant-guerre, on peut le dire clairement, vu les images depuis ce matin et depuis même hier, après les annonces d'Emmanuel Macron sur Paris. Je ne sais pas quelle est la situation dans votre région, mais tout le monde est sorti, tout le monde se rue dans les magasins à croire que les rayons vont être vides. Non, il y a du stock, rassurez-vous, tout va bien. En tout cas, les gens sont un petit peu perplexe et peut-être aussi un petit peu inquiet au vu des annonces d'Emmanuel Macron, donc qui a décidé de reconfiner le pays, un reconfinement que l'on évoquera un petit peu particulier quand même, dont on devrait avoir plus d'explications tout à l'heure à 18h30 puisque le gouvernement fera une conférence de presse avec Jean Castex notamment. Et puis aujourd'hui également, vous le savez, c'est cet attentat du côté de Nice qui a fait 3 morts et plusieurs blessés. Le président de la République s'est rendu sur place et il y a eu 3 autres attentats déjoués aujourd'hui à Sartrouville notamment, mais aussi à Avignon. Aujourd'hui, nous serons dans un instant justement pour faire le point sur toute cette situation sécuritaire qui inquiète, bien entendu, avec Khaleb Benchir qui sera avec nous dans un instant, le président de la Fondation de l'Islam de France. Pour m'accompagner aujourd'hui, on s'adapte, nous aussi. Eh oui, on est aussi en situation sanitaire un peu particulière. Nadir Kaya est lui dans les studios. Comment ça va, mon Nadir ? Salut Christophe, salut à tous. Ça va, on fait aller. Il est masqué, tout va bien. Voilà. Accompagné également de Sherazade Bimorgan. Bonjour Sherazade. Bonjour Christophe. Comment ça va Sherazade ? Très bien et toi ? Oui, très très bien. Et puis je vous présente également une petite nouvelle, elle s'appelle Khadija. Bonjour Khadija. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Alors, comme le veut la tradition dans cette émission, comme c'est ta première émission, est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu, chère Khadija ? Oui, alors je m'appelle Khadija Ben Ramdan, je suis citoyenne de la Courneuve, engagée et donc aussi étudiante en affaires publiques à Sciences Po, en Master 2, voilà. Ah ouais, quand même, ça c'est bon. Bon, alors, Sherazade, tu vas nous parler de quoi tout à l'heure dans ton sujet que tu vas nous proposer en débat avec les auditeurs ? La surconsommation, un vrai risque pour l'avenir. La surconsommation, un vrai risque pour l'avenir. Et je crois que Khadija va nous parler d'un sujet qui tombe plutôt bien. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se poser la question, et beaucoup se la posent en tout cas. Qu'est-ce qu'être français, c'est ça ? Exactement. Je pense que dans un contexte aussi anxiogène, il est temps de se poser cette question de façon philosophique, mais aussi de façon très concrète. Oui, donc, car Khadija qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? Adore la philosophie, hein, on peut le dire, c'est une passion. C'est ça. Alors, mon cher Nadir, Khadija et Sherazade, avant d'accueillir Khaleb Benchir, avant d'accueillir aussi les auditeurs, vous allez pouvoir nous appeler bien sûr hein, pour nous donner un petit peu votre sentiment au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron hier soir à la télévision, regardé par pratiquement 30 millions de téléspectateurs, c'est incroyable, franchement, record battu là pour le coup. Quelques petites questions, nous sommes aujourd'hui le 29 octobre les amis. Qu'est-ce qui s'est passé à 29 octobre ? J'ai quelques petites questions à vous poser. Qu'est-ce qui a été fondé, d'après vous, en 1863 par Henri Dunant ? Une académie ? C'est pas une académie. Un club de foot ? C'est pas un club de foot. Qu'est-ce qui a été fondé plutôt en 1863 ? C'est une association ? Par Henri Dunant. Alors, ouais, c'est pas vraiment une association, mais... C'est une fondation Ouais, voilà. C'est un sujet d'études. 1800, tu répètes ? 1863. Ah oui, donc 63, qu'est-ce qu'on peut faire à cette époque ? On fait appel à elle lorsqu'il y a des catastrophes à travers le monde. Pour la météo, on va penser ? Non, pas pour la météo, pour aider les gens qui sont dans le besoin. La Croix-Rouge. La Croix-Rouge, oui, la Croix-Rouge internationale. d'accord. Bonne réponse, Sherazade. Quel humoriste annonce sa candidature à la présidentielle ? On est en 1980 en France. Coluche. Coluche est une bonne réponse. Il était d'ailleurs crédité par les sondages de 16% à l'époque. Hein. Il avait fait trembler Tout à fait. quelques politiciens. Il s'est été retiré, vous le savez, quelques semaines après. Je cherche à présent un auteur, un compositeur, un interprète, mais aussi un chanteur français mort en 1981.
comme indice les copains d'abord ou encore... Balavoine. Non, les copains d'abord ou encore Garogorille. Georges Brassens. Georges Brassens, Brassens, c'est ah une oui. excellente réponse. Les copains d'abord. Je cherche, oui, je cherche à présent une actrice, productrice américaine, une des 3 de la série Drôle de Dame, née en 1948. Kelly. Non, c'est pas Kelly. Farah Une des Fawcett 3 des Drôles Farah de Fawcett Dame. Non, Farah Fawcett non, non. Tu vois, c'est ma génération, ça. Bah oui, quand même. Elle est Kelly, née en 48. Elle est productrice. Elle est actrice américaine. Elle est encore vivante? Sabrina Duncan. Non. Alors, est-ce qu'elle est encore vivante Non, parce que- À ma connaissance, oui. Oui, oui, elle est encore Parce vivante. qu'il y en a 4 en fin de compte. Hein. Il y a celle qui a remplacé Farah Fawcett, ou je crois que même 5. À un moment, ils étaient 5. Ah. Dean Monroe, non? Non. Kate Jackson. Exact. Bonne réponse. Kate Jackson. Bonne réponse. Là, c'est une question pour Khadija que j'ai trouvée. Je cherche à Ouais. présent un mathématicien, un scientifique, mais aussi philosophe français, mort Ouais. en 1783. Oula, oula. là. Ah ah. Alors, ça veut jouer la maline. Ah non, non, non. Il était mathématicien, voir. scientifique, mais aussi philosophe français, mort en 1783. De qui s'agit-il? 1783. Oui. J'allais Euler. dire Jean-Paul Sartre, mais pas du tout. Comment, Sherazade? Euler. Non. Là, on sent que ça sèche, les amis. Non, Ah oui, là, on ça sent que ça sèche, cherche sur Google. Ça cherche sur Google, ça googleise, là, j'ai Ah là, l'impression. on Googlise, bah oui. Ah, 17. bon, je vous donne la réponse. Jean Cocteau, non? Non. D'Alembert. D'Alembert. Ah, C'était la bonne réponse. Khadija, quand même. oui, quand même. En 2006, et ça sera là ma dernière question, en 2006, à Paris, Bertrand Delanoë a inauguré une place qui porte le nom d'un humoriste. De qui s'agit-il? Ah oui, c'est. Laquelle? Quelle place? On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Coluche. Bah oui, la place non, Coluche. bah Voilà. Bah oui, voilà. Bon. C'est pas- On Écoutez. en a parlé tout à l'heure, tu as dit la réponse. Hein. Bah oui, voilà, c'est ça, j'ai dit la réponse. Bon, alors les amis, dans un instant, on accueille Khaled Benchir, on va essayer de lui poser quelques questions parce que rien ne va plus. Hein, aujourd'hui, évidemment, après ce qui s'est passé du côté de l'école dans l'Oise, c'est ça, Nadir? De professeur décapité, il y a une quinzaine de jours maintenant. Ah non, dans 95. Dans 95, Conflans-Sainte-Honorine, merci, je cherchais. Mm, mm. Et aujourd'hui, donc, l'attentat à Nice. Aldo, Donc, Aldo. 3 morts et plusieurs blessés. Le président de la République s'est rendu sur place, vous le savez, ce matin. Il y a eu 2 autres attentats déjoués, dont un à Sartrouville, près d'une église, et un à Avignon. Voilà, on va se poser quelques petites questions. Est-ce qu'il est peut-être aussi temps de faire notre autocritique? Khaled Benchir sera avec nous dans un instant, président de la Fondation de l'Islam de France sur France Maghreb 2. Nous écouterons et nous parlerons de surconsommation. Et ça tombe plutôt bien, cher Azad, aujourd'hui, à la veille de ce confinement qui démarre ce soir à minuit. Surconsommation, pour le coup, les gens se sont rués dans les magasins. Je sais pas si vous avez eu Tous les l'occasion. rayons sont vides. Voilà, c'est ça, tous les rayons sont vides. Nadir, c'est impressionnant, mais c'est incroyable de Non, voir mais ça. c'est catastrophique, c'est toujours pareil. Il y a une hystérie à ce niveau-là. Le passé ne sert pas de leçon, et encore plus le passé récent, ou ce qu'on a pu voir la dernière fois, c'est pas parce qu'on va faire des courses qu'on va surconsommer comme ça qu'on va se sauver de quoi que ce soit. Mais moi, je ne comprends pas cette posture, cette attitude. Peut-être qu'il y a une Oui, ça, explication c'est sûr. philosophique, je ne sais pas, hein, Khadija, sur la surconsommation et sur le fait que les gens aient peur et se ruent comme Oui. ça dans les magasins. Exactement, c'est un effet un peu psychologique où on se dit on risque de manquer de quelque chose et du coup c'est un effet autoréalisateur. Et du coup même si de base il n'y avait pas de problème, et ben maintenant on construit sur les choses et ben le problème apparaît. Voilà, Voilà, donc c'est nous, C'est, c'est nous parfois qui créons les problèmes. exactement. Ah oui, mais Christophe, si je peux me permettre, on aide aussi les Français à être dans cette psychose. Hein. Quand on voit un petit peu le climat, l'annonce du président, ça avait déjà fuité 2 jours avant, qu'est-ce qu'il va nous dire, tout en sachant qu'on sait à peu près ce qu'il va nous dire. Donc ce climat, il est alimenté aussi, hein, tout Oui, en oui, haut. absolument. La question qu'on vous pose, la question à la une, à laquelle vous répondrez tout à l'heure, justement, suite aux annonces d'Emmanuel Macron, s'il y en a bien une corporation qui est absolument pas convaincue, c'est bien les soignants, hein, qui ne cessent de répéter leur manque de moyens.
dans les hôpitaux d'ailleurs. Comprenez-vous ces décisions de ce confinement annoncé hier soir? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter et vous êtes très peu à la comprendre. Sur le grand forum FM2 pour voter, pour nous appeler évidemment dans un instant au 01 40 33 9000. Un peu de pub, on est de retour et on accueille Khaleb Benchir. On va se parler un petit peu avec lui. Franchement, on va se dire les choses franchement, comme on a l'habitude dans cette émission. Khadija Ben Ramdan ainsi que Sherazade Bimorgan et Nadir Kaya sont avec moi aujourd'hui jusqu'à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, ça s'appelle le Grand Forum, on est là tous les jours de 16h à 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner Sherazade Bimorgan avec moi, ainsi que Khadija Ben Ramdan et aussi Nadir Kaya qui sont avec nous, bien entendu sur France Maghreb 2. On va revenir sur ce qui s'est passé ce matin du côté de Nice, donc cet attentat avec, on le rappelle, 3 morts et plusieurs blessés. L'auteur donc a poignardé donc des personnes près de la cathédrale de Nice. Une ville pourtant ultra surveillée, hein, Nadir Kaya, on le rappelle, une ville qui est ultra surveillée, caméras partout, un dispositif de sécurité. D'ailleurs, Estrosi, le maire, s'en était vanté en disant que c'était l'une des villes les plus sécurisées de France. Tout à fait, oui. Voilà. Donc voilà, nous sommes avec Monsieur Khaleb Benchir, qui est le président de la Fondation de l'Islam de France. Monsieur Benchir, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir répondu, bien entendu. D'abord, première réaction à ce que l'on a encore appris ce matin, sans oublier les 3 autres attentats déjoués, notamment à Sartrouville, à Avignon. Aujourd'hui, c'est un climat un petit peu particulier, Monsieur Benchir, en ce moment. Oui. Bien entendu, je n'ai pas envie que nous nous installions dans une sorte de phrase, d'un climat où les phrases se suivent les unes après les autres, identiques, qui sont nous condamnons, notre solidarité va aux familles des victimes, le terrorisme abject ne passera pas, etc. Mais malheureusement, nous sommes dans cette situation. Donc on le dira, nous ne plierons pas face à la terreur et notre solidarité va aux familles des victimes parce qu'aucune cause, si noble soit-elle, n'implique le massacre des innocents et l'effusion de sang des personnes innocentes et pour chaque goutte, c'est une goutte de trop. Nous devons le faire savoir, quel que soit le différend, quelle que soit la révolte des uns et des autres, ça ne se réglera jamais dans la terreur, ça se réglera par l'argument rationnel, par la discussion et par le dialogue. Et c'est notre position à la Fondation de l'Islam de France ou ailleurs. Nous sommes en République, la République ne pliera pas et nous resterons debout, qui que nous soyons unis. Certains disent que ce sont des mots creux ou des mots qui ne veulent plus dire quoi que ce soit. Nous avons un destin commun et nous n'ajouterons jamais à la fracturation d'autres fracturations. Je pense aussi à nos compatriotes catholiques parce que ça ravive le drame et le martyre du père Jacques Hamel. Donc ma solidarité la plus totale et ma compassion en ce jour particulier va aussi à nos compatriotes catholiques et à l'Église catholique de France. Monsieur Benchir, question franchement, aujourd'hui on s'aperçoit effectivement qu'il y a au sein de cette communauté quelques soucis. Est-ce que finalement, si on doit faire le bilan aujourd'hui, bien que ce soit peut-être pas le moment, mais est-ce qu'il est temps aussi de se dire qu'on a failli? Est-ce qu'il y a un espèce de constat d'échec de tant d'années? On a laissé passer des choses, on est peut-être passé à côté de certaines personnes qui ont eu des discours qui ont pu être à un moment ou à un autre dangereux. On a laissé aussi se propager une espèce d'islam particulier sur les réseaux sociaux. Je cherche en tout cas toutes les raisons qui font qu'on en est là et qu'il n'y a pas de contre-discours à mon sens, ou en tout cas je l'ai pas entendu, qui vient faire face et combattre concrètement ces ignorants de l'islam, parce que c'est au nom de cette religion qu'ils commettent ces actes terribles, Monsieur Benchir. Est-ce qu'on n'a pas tous une responsabilité collective? Assurément oui. Et le temps, comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour sourire.
un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Oui, après le deuil, et le deuil apparemment se prolonge quasiment jour après jour, il y a aussi le temps de l'analyse. Je ne suis pas homme à m'appesantir sur le passé, mais là, en l'espèce, et sans aucune autoflagellation, oui, nous avons failli. Oui, les hiérarques musulmans, comme je les appelle, à cause de leur incurie, de leur incompétence, de leur manque de courage, de leur vision du monde étriquée, et malheureusement ça continue, il n'y a pas eu ce contre-discours. Lorsque nous étions quelques-uns à le tenir, nous avons été insultés. Pas plus tard qu'hier, je suis encore insulté sur certains réseaux sociaux parce que pour eux, j'ai osé ne pas défendre le prophète de l'islam et je n'ai rien fait d'autre que de dire que son enseignement a toujours été celui de la clémence, de l'indulgence, de la magnanimité, de la grandeur d'âme, de la patience face à l'adversité, et que ceci n'est pas de l'aplaventrisme, que ceci n'est pas une manière de se laisser manger en quelque sorte ses propres droits. Voilà le problème où est-ce qu'il est. Ouais. Et puis, hélas, encore une fois, on a mélangé les temporalités, celle de la terreur qui sévit au nom de la religion islamique et qui a perverti son enseignement, avec celle de la victimisation parce que des jeunes musulmans sont discriminés, ce qui est une réalité. Mais quand il y a la terreur, il faut la combattre comme étant la terreur. Et après, on parlera des cas de discrimination ou de stigmatisation, puisque le mot, c'est celui-là qui est utilisé. C'est ce type de manque de jugeote, de ne pas avoir une lecture intelligente de ce qui se passe, qui nous a amené à cette situation, laquelle situation a été exploitée, et de ce que j'appelle aussi le triomphe de l'idéologie suprémaciste, identitariste, qui a exploité aussi l'indigence intellectuelle et la déshérence culturelle et la terreur, encore une fois, qui sévit au nom de la religion islamique. Alors peut-être si les filles qui sont avec moi, Khadija et Sherazade, ont une question. Nadir Kaya, je sais qu'il a une question. Nadir Kaya qui est président de l'association Banlieue Plus et nos quartiers. Il connaît d'ailleurs aussi cette situation puisqu'il est des quartiers populaires. Il est à l'encontre aussi, à la rencontre de toute cette jeunesse parfois un petit peu perdue. Nadir, je pense que une occasion peut-être de poser une question à Monsieur Benchir qui nous fait l'amitié de nous répondre aujourd'hui. Non, alors tout d'abord bonjour, salam alaikum. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous entendre parce que j'ai essayé de vous joindre il y a quelques jours parce que moi je suis tout à fait d'accord avec votre discours. Moi-même nous-mêmes responsables associatifs engagés depuis longtemps dans les quartiers, on essaie de responsabiliser les habitants en leur faisant comprendre que pour régler les problèmes il faut s'investir. Et là dans ce cadre-là, vis-à-vis de la communauté musulmane, moi je pense que c'est exactement la même chose. On a laissé faire des choses parce que beaucoup de ces jeunes venaient de nos quartiers, avaient certaines idées ou certaines conceptions de la religion qui pouvaient parfois prêter à débat. Donc on a laissé faire les choses depuis des années. Et aujourd'hui, moi le premier, comme beaucoup de citoyens de confession musulmane, je pense qu'aujourd'hui, quand on a encore entendu un énième attentat, c'est la colère. Mais c'est une colère vis-à-vis de ces barbares, parce que ces barbares ne sont pas à nos yeux des musulmans, parce que notre islam ne correspond pas à cette violence. Monsieur Benchir l'a bien rappelé. Et aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il est nécessaire de faire une passerelle également entre des personnes comme nous, responsables associatifs, des citoyens engagés dans les quartiers populaires et de confession musulmane, avec des personnes comme vous, Monsieur Benchir. Parce que je pense qu'on ne peut pas laisser les extrémistes de chaque côté utiliser cette situation dans leur intérêt. Il est nécessaire qu'aujourd'hui les citoyens des quartiers populaires et notamment les citoyens de confession musulmane s'engagent réellement pour combattre ce fléau, tout en rappelant aussi et en revenant malheureusement à ces causes, parce que je sais que ça déplaît à beaucoup de politiques ou de médias, mais il faut à un moment donné revenir sur le passif qui existe en France depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de M. Kaya, M. Benchir? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que si notre ami n'a pas pu me joindre, c'est l'occasion pour que
vous, cher Christophe, lui donniez mes coordonnées et je suis à la disposition. Et la seconde chose, oui, soit au nom de l'institution Fondation d'Islam de France ou à mon niveau au niveau de ma petite personne, je n'ai jamais déserté ni le terrain, ni l'action. Je ne veux pas que nous soyons dans une sorte de tour d'ivoire, comme d'aucuns disent, oui, mais c'est un discours d'une élite de Sorbonnards ou de Salonnards, et ce qui se passe dans les quartiers ne les concerne pas. Bien au contraire, si j'avais institué et instauré l'université populaire itinérante, et le mot populaire a toute sa noblesse, c'est pour que nous allions de quartier en quartier, de ville en ville, de cité en cité, pour apporter le débat, pour discuter, pour amener l'éducation populaire, pour amener le savoir, pour l'échange sur une argumentation rationnelle, et nous le faisons, et nous devons le faire. C'est notre devoir. Nous sommes comptables et responsables devant l'histoire, et nous ne devons pas laisser notre jeunesse à la dérive. Malheureusement, depuis quelques années, certains ont tenu un discours qui a exploité la faille identitaire, les fêlures internes, les fêlures morales aussi, où lorsque une citoyenneté a été déniée, n'a pas été harmonieusement partagée pour tout le monde, avec les devoirs et le droit des citoyens, cette jeunesse a trouvé un refuge dans la donne religieuse qui est devenue son socle identitaire, sans aucune compréhension. Celui qui a attaqué ce matin à Nice, ou le Tchétchène, ou un autre, bien entendu, dans mes propos, il n'y a aucune justification à l'acte abject, sont des ignares, sont des incultes, sont des fous furieux, sont des individus qui n'ont que 300 mots pour s'exprimer, et quand on n'a que 300 mots pour s'exprimer, on est potentiellement violent et on est dans le fanatisme aveugle. Eh bien, la réponse première est celle des forces de sécurité et de renseignement. En deuxième lieu, bien entendu, le contre-discours. Et ce contre-discours, quand nous avons voulu l'élaborer, eh bien, il y a eu des messes, si je puis dire, au Bourget et ailleurs, dans certaines mosquées, y compris dans des individus qui n'ont aucune compétence théologique et qui prétendent à parler au nom de l'islam ou des musulmans dans certaines institutions dont on ne cherche que la notabilité. C'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est l'éducation, la culture et la connaissance. Ce sont les prises en charge éducatives, sociales, culturelles qui doivent être les nôtres maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Bencher. En tout cas, ça a le mérite d'être très clair et très franc. Et Nadir, donc, la proposition est entendue. Je me permettrai de vous mettre en lien, évidemment. Et vous avez, je suppose, beaucoup de choses à faire ensemble parce que, évidemment, c'est important aussi que les gens se mettent en lien pour essayer d'être présents et d'éradiquer le plus vite possible ce genre de discours qui se propage et qui commettent, et de ces personnes qui commettent des actes horribles au nom d'une religion. Et je rappelle d'ailleurs aujourd'hui que c'est un jour un peu particulier pour les musulmans puisque c'est le Mawlud Nabawi Sharif, la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de commettre un attentat de ce type-là ce jour-là encore plus, c'est une double insulte peut-être qu'on peut faire aussi aux musulmans et aux prophètes. Je ne sais pas si Khadija ou Sherazade ont une question à Monsieur Benchir, les filles. Il a vraiment très très bien résumé la chose. Bon, c'est très bien, vous voyez, Monsieur Benchir, vous êtes parfait. Il n'y a même plus besoin de vous poser des questions puisque vous avez répondu quasiment à tout. Moi, j'aurais une question peut-être. Vas-y, Khadija. Il y a une réalité qui est théorique quand on en parle, quand on parle d'islam et quand on parle de ces questions de terrorisme. Mais moi, j'ai une question un peu plus concrète. Je me demande comment aujourd'hui, moi, je m'adresse à des élèves au sein de cours de philosophie, et quand on nous dit on veut condamner, on veut agir contre ces amalgames, on veut, mais à côté de ça, on se sent rejeté. Moi, monsieur, je vous demande comment je réponds à ces élèves-là qui me disent oui, mais même si on fait tous les efforts du monde, on a l'impression que la France nous rejette. On a l'impression qu'on n'est pas accepté, on a l'impression que la faute nous sera toujours renvoyée et que cette masse à laquelle on nous identifie, que les musulmans sont
soi-disant une seule masse commune. Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Enfin, aujourd'hui, on a besoin de réponses concrètes pour cette jeunesse qui se sent agressée aussi. Très bonne question. Voilà. Pardon Khadija, je ne veux pas être dans un discours d'autoflagellation. Je pense qu'il y a trois niveaux. Le premier, c'est une terrible épreuve pour tout le monde, à commencer par ceux qui, injustement, sont tués, oxy, sans aucune raison. La deuxième temporalité de cette crise que nous connaissons et qui est devenue une sorte de conflit ouvert, et j'espère que ça ne dégénérera pas, est celle où les musulmans de France et de partout, un peu partout de par le monde, mais surtout de France, voient leur religion meurtrie, avilie, pervertie. Parce qu'on essaie de me joindre, c'est pour ça que j'ai marqué un certain temps, mais je ne répondrai pas, je donne la priorité au direct. Donc, ils voient leur religion avilie, pervertie, meurtrie, et ils sont en même temps considérés comme des complices tacites. C'est douloureux comme situation, c'est pénible, bien entendu. Et quoi qu'ils fassent, ils sont dans cette situation et apparemment, avec tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à éradiquer ce terrorisme parce qu'ils en sont aussi dans leur chair atteints. On l'oublie peut-être facilement, mais l'attentat de Nice, je ne parle pas de ce matin, je parle de la promenade des Anglais. 14 juillet 2016. Du 14 juillet 2016, il y avait un tiers parmi les victimes, et je n'y hiérarchise jamais les victimes, et je ne les distingue pas selon leur confession ou leur appartenance. Là, en l'espèce, pour poursuivre mes propos, je dis que ce qui a été parmi les victimes, un tiers sont des victimes musulmanes, et comment nous les avons connues, c'est au moment de la sépulture. Mais Monsieur Benchir, pardon, mais juste la question est très concrète de Khadija. Elle enseigne, elle donne des cours de philosophie et elle se demande comment répondre à ces gamins, à ces jeunes qui vous disent voilà, on a beau faire tous les efforts du monde, mais on a l'impression d'être rejeté. Et c'est vrai, ça, on peut l'entendre de beaucoup de gamins, mais aussi de beaucoup d'adultes qui se disent voilà, nous on fait tout pour que ça se passe bien. Il y a effectivement des atrocités qui sont commises au nom de notre religion, et pour autant on essaye de faire tout ce qu'il faut derrière pour être et avoir le meilleur comportement. Et malgré tout, on nous rejette, on nous stigmatise. Qu'est-ce qu'on peut répondre à cette jeunesse qui vous dit ça, Monsieur Benchir? Que peut-on répondre à ces gamins? Après, j'aimerais bien aussi répondre à Khadija. Alors, c'était la suite de mon propos. C'est vrai que j'ai été trop dans l'explication introductive avec premier niveau, deuxième niveau, etc. Celui-là, c'est à la République aussi de prendre ses responsabilités. Et j'y vais, parce que j'y pense. Vous savez, il y a une toile, celle d'Honoré Daumier, de 1848, c'est l'allégorie de la République. Il y avait un concours et Honoré Daumier, comme peintre, devait concourir pour dessiner, exécuter, peindre l'allégorie de la République. Il a peint la République comme une femme, comme une mère qui allaite deux nourrissons et avec un garçonnet à ses pieds. La légende était la République nourrit et instruit ses enfants. Il se trouve que depuis des années, la République n'a pas nourri et n'a pas instruit l'ensemble de ses enfants. Ce n'est pas encore une fois un discours victimaire. Donc Khadija pourra dire à ses élèves, investissez-vous dans les études, privilégiez les discours, les cursus diplômants jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, comme sacrifice financier à vos parents et à vous-même, étudiez. Étudiez, apprenez l'acquisition du savoir, acquittez-vous de vos devoirs de citoyen, vous en jouirez par la suite au niveau de vos droits comme citoyen, et quand bien même la situation est difficile, quand bien même vous sentez que vous êtes rejeté, eh bien, cette épreuve-là va vous galvaniser par la suite, parce que
si vous abdiquez à ce moment-là, et je peux concevoir que c'est difficile, je peux concevoir qu'il y a des discriminations dues aussi à l'accent, dues aussi au lieu, à l'adresse où l'on habite, au nom, au faciès, à la tradition religieuse. Bien entendu, c'est dans la psyché de certains de nos compatriotes, mais ce n'est pas une raison de se draper dans cette situation. Bien au contraire, il faut que de cette faiblesse, de cette situation ô combien difficile, ça devienne un levier pour aller davantage de l'avant. Et c'est comme ça qu'on connaîtra la grandeur de ces jeunes musulmans, parce que à la mesure des hommes déterminés que se tiennent les grandes résolutions. Ce n'est pas de moi, c'est du poète Al-Mutanabbi, mort déjà en 965. Sherazade, un dernier mot? Oui, justement. Après ça, c'est un avis personnel, Khadija. En fait, pour moi, je pense que ça demande du temps déjà. Et on dit pour changer un peuple, il faut commencer par changer soi-même. Pour changer soi-même, on a cité 2 points. L'éducation. Et un point très important, c'est vraiment la connaissance, car c'est vraiment l'ignorance qui a conduit à l'enseignement de cette idéologie faussée qui a conduit à ces horribles choses qu'on entend aujourd'hui. Et c'est justement par cette connaissance, cette éducation et par leur comportement que justement ça va changer l'avenir et justement répondre à ça en ayant le meilleur des comportements, c'est-à-dire dignité, la bienséance, et un jour ça marquera. Et surtout ne pas donner raison aux autres en adoptant un comportement déplacé ou insultant ou autre. Donc moi je dis ça va demander du temps, de la patience, et ça paiera. Et c'est vraiment les 2 points, c'est éducation et connaissance. En tout cas, parce que plus on a de la connaissance, c'est vraiment une arme. Plus on a de la connaissance, et mieux on s'en sort. Monsieur C'est l'ignorance qui a créé ça. Pour finir, ici il y a deux filles qui sont pas franchement à côté de moi, mais qui sont en tout cas avec nous, qui ont étudié, dont l'une était ingénieure et l'autre est en 3e année de Sciences Po à Paris. C'est exactement ça qu'il faut faire, hein, Monsieur Benchir, on est d'accord? Assurément oui, et Sherazade a cité un verset coranique, c'est le fameux verset 13 de la sourate 15, la sourate du tonnerre, qui dit en substance que Dieu ne changera pas en ce qu'il y a dans un peuple si pris individuellement, les membres de ce peuple n'entreprennent pas un travail de changement sur soi. Donc aucune communauté, aucun groupe humain, aucun peuple ne change véritablement si pris individuellement les membres de cette communauté, du groupe humain ou du peuple, n'entreprennent pas un travail, allez, le terme technique, c'est la métanoïa. C'est une conversion, c'est un retour vers l'essentiel. Et Shahrazad a tout à fait raison, c'est la connaissance, le savoir, la culture, l'ouverture sur le monde, l'altérité confessionnelle, la diversité des options métaphysiques et religieuses. Je les félicite du fond du cœur d'avoir une ingénieure et d'avoir une étudiante à Sciences Po en 3e année. Je rêve de les voir toutes, directrices d'académie, des ambassadrices, à chefs d'état-major des armées, de les voir des professeurs, directrices de centres hospitalo-universitaires, alors que à un moment donné, on a tenu un discours mesquin sur la place de la femme dans l'islam, etc. Ouais. Alors que le plus important, c'était le fait de les immuniser par la culture, la connaissance et le savoir. Mille merci, Monsieur Benchir. Merci beaucoup. En tout cas, ce fut un plaisir comme à chaque fois. Et d'ailleurs, j'en profite pour annoncer aux auditeurs que vous allez nous rejoindre de manière beaucoup plus régulière, parce que vous allez nous proposer un billet hebdomadaire dans cette émission du Grand Forum. Monsieur Benchir, merci beaucoup et bon confinement, hein, parce que vous allez aussi vous confiner, j'imagine. Merci bien. Oui, il faut obéir aussi et être discipliné dans cette crise de coronavirus. Merci Monsieur Benchir, à très bientôt. Je rappelle que donc c'était Monsieur Benchir, le président de la Fondation de l'Islam de France, qui était avec nous.
Voilà, c'est passionnant d'écouter Nadir, hein, Monsieur Bencher, franchement. Non, mais c'est très intéressant. Mais moi, si je peux rajouter une bémol là-dessus, c'est qu'il y a un aspect qui est nécessaire et qu'il faut prendre en compte dans cette situation. C'est ayant des enfants, moi aussi, j'aspire à ce que mes enfants soient meilleurs que moi à tous les niveaux. Et on le souhaite tous. Mais je pense que c'est pas suffisant. Il y a une réalité quand même qui est historique en France, et on le voit depuis 10-15 ans. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont issus des quartiers populaires ou de la communauté musulmane et qui sont diplômés, qui sont dans toutes les sphères possibles et inimaginables en France, qui réussissent, mais à un moment donné... Ça prendra du temps, Nadir, ça prend du temps. Ça prend des générations, c'est voilà, sûr, parce que... mais il y a aussi cette réalité qu'on vit dans les discriminations, la stigmatisation, les inégalités. Monsieur Benchir faisait référence à l'école et à la République, le fait que les enfants, par rapport à sa parabole, et notamment à travers le tableau, mais le problème, c'est que la France ne nourrit pas ses enfants de la même façon, de façon volontaire. C'est pas le fruit du hasard. On en parle dans un instant avec vous. On va parler du confinement, des annonces d'Emmanuel Macron hier soir. Est-ce que vous les comprenez, vous, ces décisions? En tout cas, il y a une corporation qui ne les comprend pas. C'est les soignants. Ils sont laissés pour compte. Ils continuent d'être laissés pour compte. On en reparle dans un instant avec Khadija, Sherazade et Nadir avec nous et vos appels au 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. C'est jeudi aujourd'hui, un jeudi 29 octobre un peu particulier avec nous aujourd'hui. Khadija Benramdan qui est avec nous, avec Sherazade Bimorgan et Nadir Kaya. Et vous, chers amis auditeurs, et cette question que l'on vous pose au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron qui nous a annoncé avec, je dois le dire, un peu de surprise à mon niveau. Donc ce confinement qu'on n'attendait peut-être pas tout de suite, peut-être on aurait peut-être dû passer par un renforcement du couvre-feu, je ne sais pas, en tout cas... Ça a surpris beaucoup de gens et à tel point que ça commence même dès demain, dès cette nuit minuit, et avec des détails qui vont nous être apportés et importants à 18h30 par le gouvernement lors d'une conférence de presse, donc tout à l'heure, sachant que les écoles visiblement resteront ouvertes. J'avoue que j'ai pas bien saisi, mais bon, visiblement, ça s'explique. Eh bien, vous nous appelez, bien entendu, pour nous donner votre sentiment. Vous êtes que 21% à comprendre, en tout cas, ces décisions sur Twitter, le Grand Forum FM2. Vous nous appelez pour nous donner votre avis au 01 40 33 9000. Avant de faire un petit tour de table de mes débatteurs du jour qui sont avec moi, Mehdi est avec nous. Salut Mehdi. Salut tout le monde. Salut Mehdi, tu nous appelles d'où Mehdi? La région parisienne. Très bien. Bon, ça va, ça se passe. T'as vu qu'en ce moment, ils sont tous de sortie aujourd'hui. Hein. Ouais, laisse tomber, je suis dans les bouchons, laisse tomber. Non, je suis en plein dedans. C'est la folie. Depuis hier soir, c'est une catastrophe. Ouais, laisse tomber, c'est horrible. Alors, mon Mehdi, est-ce que tu comprends, toi, ces décisions? Pour le confinement, déjà, je pense qu'ils auraient dû le faire avant les vacances. Avant les vacances de la Toussaint, tu veux dire? Ouais, avant les vacances, ouais, parce que c'était en train de monter en flèche et ce virus-là, il foudroie, il contamine d'une manière foudroyante et on sait très très bien qu'une fois qu'il est parti, après ça s'arrête pas. Donc le seul moyen de l'arrêter, c'est le confinement. Il n'y a pas d'autre moyen. Hein. De toute façon, ils ont tout essayé partout, hein, dans toute la planète. Il y a pas de solution à part le confinement. En Australie, ils viennent de déconfiner. Ça fait je sais pas combien de mois ils sont en confinement, donc. Voilà, donc on va avoir un mois de confinement et on verra. Il y a deux hypothèses. Il y a l'immunité collective, c'est-à-dire voilà, on laisse se contaminer les gens. C'est un choix qui a été fait par certains pays. Et puis il y a effectivement le fait de confiner. Alors une question qui est un peu macabre, hein, que j'ose poser. Ouais. Est-ce qu'on préfère effectivement 300 000 morts, puisque c'est ce que nous a annoncé le président hier, si on laissait l'immunité collective, ou est-ce qu'on préfère quand même 10 millions de chômeurs avec ce système de confinement qui va de nouveau nous être imposé? Bon bah voilà, la question il a répondu hier Emmanuel Macron en préférant donc épargner les vies. Bien sûr, il a totalement raison parce que on peut pas se dire à cause de l'argent on va perdre des proches, on va tous perdre quelqu'un. C'est inadmissible. On peut pas au jour d'aujourd'hui. Imaginez-vous demain les hôpitaux en France, les gens en train par terre, allongés, des dizaines et des trentaines et des quarantaines de personnes. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux, les gens en train de mourir chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai, tu as raison, Mehdi, parce qu'il y a des docteurs aussi qui alertent sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le Covid, mais qui ont d'autres maladies beaucoup plus graves et qui ne peuvent plus justement aller à l'hôpital parce qu'ils sont saturés. Et on se retrouve avec des morts, donc indirectement liés au Covid.
Donc Oui, avec voilà, des gens c'est qui ont des ça, problèmes cardiaques, des gens qui doivent absolument se faire opérer, qui ne peuvent pas parce qu'on a annulé quasiment la plupart des opérations. Exactement. C'est toutes ces conséquences qu'il y a au-delà. Et des cas qui s'aggravent. Voilà, et des cas qui s'aggravent. Donc toi, tu comprends cette décision. Tu travailles, toi, Mehdi comment ça se passe? Je travaille, ouais. Je suis de réparateur automobile. D'accord. Et Donc je travaille pendant le confinement. d'accord. J'ai travaillé pendant le confinement, le premier confinement. D'accord. Et donc j'ai dépanné les gens qui travaillaient, réparation et dépannage, qui est, Eh ben, bon courage en tout cas, Mehdi. Merci de ton appel. Merci beaucoup. Et Merci. je peux dire une dernière chose Vas-y, je t'en prie. pour monsieur Benchir qui est Oui. passé tout à l'heure. Oui. Je sais pas s'il nous écoute, je voulais lui passer un grand bonjour à ce grand monsieur. Et concernant juste un dernier point sur ce qu'il nous disait tout à l'heure, si je peux me permettre, Christophe. Vas-y, Mehdi, je t'en prie. En fait, ce qui se passe, c'est que je voulais vous dire aussi, il y a quelques jours, il y avait les 15 ans de Zied et Bouna. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez. Si, c'était C'est mardi. leur anniversaire. Oui. Il y a 15 ans, il y a quelques On jours. l'a évoqué d'ailleurs. Ouais. Et depuis, rien n'a été fait. Rien n'a été fait pour les banlieues. Quand je dis rien n'a été fait, c'est pas une question. Je veux pas dire l'argent ou quoi que ce soit. Je suis pas en train de victimiser. Je suis pas en train de dire ou je suis pas en train de cautionner ce qui se passe. Le terrorisme, on l'a tous connu, que ce soit en Algérie. On a tous connu cette merde. Excusez-moi du terme. Et franchement, le problème, il vient pas de l'islam. Le problème, il est franco-français. C'est les jeunes Français. On en fait quoi? Je veux pas dire ils se servent de l'islam pour crier leur colère ou pour se venger. Mais le problème, il est français, il est franco-français, qu'on arrête de dire c'est un problème français. Dans les banlieues, quand on met des imams dans des mosquées qui savent même pas balancer un mot français l'un derrière l'autre, qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes des banlieues? Vous voulez leur dire quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Très Le problème, il est là. Je vois très bien. Ils ont abandonné les banlieues, ils les ont abandonnés. C'est pas un discours victimaire. Mais c'est juste que voilà, quoi, il y a un petit peu, voilà, Merci mon Mehdi, merci beaucoup. Ça parle à Nadir, hein, tout cela. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec Mehdi. Par rapport à Zied et Bouna, 15 ans déjà, Mehdi, je vais te dire une chose, ils ne feront jamais rien. Les choses en France et de façon générale face à des politiques ou face à des politiques inégalitaires, c'est la prise de conscience de ceux qui sont stigmatisés, discriminés, à s'organiser. Et les quartiers populaires, comme les musulmans, sont des cibles préférées des médias et des politiques parce qu'on n'est pas organisé. Quand je dis organisé, c'est pas nous contre eux, c'est-à-dire qu'on a des droits. M. Benchir a évoqué certaines réalités. Il faut être plus intelligent, il faut avoir des diplômes, il faut inspirer nos enfants à la réussite totale, mais on a un devoir en tant que citoyen, et là encore plus en tant que musulman, on a un double devoir par rapport à la situation. La situation des quartiers populaires et la situation de façon générale pour la communauté musulmane ne passera que par la prise de conscience, par l'action de ces populations. Khadija, on vous entendra dans un instant, ainsi que Sherazade, juste après un rapide coup d'œil de l'actualité de ce jeudi soir avec Erika Draki. Bonsoir. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron appelle les Français à l'unité. Quelques heures après l'attaque terroriste dans l'église Notre-Dame à Nice, 3 personnes sont mortes. Le président de la République s'est rendu sur place cet après-midi et après un échange avec les forces de l'ordre et les secours, il a lancé un message de fermeté. Il a annoncé le renforcement de l'opération Sentinelle qui va passer de 3 000 à 7 000 militaires. Pour faire face à la menace terroriste, la protection des lieux de culte et des écoles, elle aussi, sera renforcée. Un conseil de défense aura lieu demain et le gouvernement devrait acter de nouvelles mesures. Concernant l'enquête, ce qu'on sait pour le moment, c'est que l'assaillant est entré ce matin dans l'église Notre-Dame de Nice armé d'un couteau. Il a poignardé 3 personnes, 2 femmes et un homme. Une des femmes a réussi à prendre la fuite, mais elle a succombé à ses blessures. L'assaillant a été arrêté, grièvement blessé lors de son interpellation par les forces de l'ordre. Il a été transporté à l'hôpital. L'attaque, en tout cas, a suscité de nombreuses réactions dans le monde politique, mais aussi dans la communauté catholique. Le glas de toutes les églises de France a sonné à 15h en hommage aux victimes. Le Vatican condamne l'attaque et déclare dans un communiqué que le terrorisme et la violence ne peuvent jamais être acceptés. Jean Castex recevra l'archevêque de Paris à Matignon ce soir, mais avant ça, le Premier ministre doit tenir une conférence de presse pour détailler les mesures du confinement qui entrent en vigueur ce soir. Les députés ont largement approuvé tout à l'heure la déclaration du gouvernement et les mesures sanitaires
sanitaires qui sont mises en place. Jean Castex a déjà prévenu que le port du masque serait obligatoire dans les écoles à partir de la rentrée pour les enfants dès l'âge de 6 ans. Tous les commerces considérés comme non essentiels ferment leurs portes ce soir. Une exception tout de même, les fleuristes qui resteront ouverts jusqu'à dimanche pour permettre aux Français de fleurir les tombes à la Toussaint. Et puis les attestations vont faire leur grand retour, bien sûr. Le ministre de la Santé a précisé aujourd'hui que les attestations de déplacement seront bientôt disponibles directement dans l'application Tous Anti-Covid. Il y aura 3 attestations différentes en fonction du motif de votre déplacement. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup, retour à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le grand forum jusque 18h avec Nadir Kaya, avec Khadija Benramdan et avec Sherazade Bimorgan avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Justement, on parlait il y a quelques instants donc de ces décisions annoncées d'Emmanuel Macron de reconfiner le pays. Sherazade, est-ce que tu comprends ces décisions prises hier soir par le président de la République? Sherazade? Donc Sherazade, on l'a perdu. Peut-être Khadija est avec nous? Oui, oui, je suis bien là. Bon. Alors, voilà, c'est bon, Sherazade, on t'entend. Alors, du coup, j'ai donné la parole à Khadija. Est-ce que tu comprends, Khadija, toi, les décisions prises hier soir par le président de la République? Oui, je les comprends. De toute manière, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Le but, c'est vraiment d'éradiquer la propagation du virus. Après, moi, ce que je relève, c'est qu'enfin, on fait preuve d'un minimum de cohérence et de fluidité dans la gestion de cette crise. Parce qu'en soi, ce n'est pas vraiment le virus qui a créé une fissure, une cassure dans la confiance des Français au gouvernement, mais c'est plutôt cette incohérence et ces irrégularités dans la gestion de la crise qui ont fait remettre en question les décisions. Donc aujourd'hui, qu'on commence à prendre des décisions cohérentes, fluides, et on verra vraiment, je pense, un changement dans le comportement des Français et peut-être un apaisement aussi de notre regard face à la crise. Sherazade, est-ce que pareil, même question, est-ce que tu comprends les décisions prises hier soir par le président de la République? Effectivement, je comprends ce confinement au vu des cas qui augmentent. Ce que je ne comprends pas, c'est que la gestion en fait de ce Covid depuis le début, quand on voit certains pays, il y a presque plus de cas, plus de virus qui circulent, et nous on est en augmentation des cas. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait en mars jusqu'à maintenant, quand on voit la Chine qui a fait un hôpital en 10 jours et que nous on n'a même pas une couverture ou des coussins en plus dans des hôpitaux. En fait, c'est cette question-là qu'on se pose réellement. Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on en arrive à là? Effectivement, la question, on se la pose, et les soignants pointent du doigt justement cette problématique, parce que, Nadir, beaucoup de soignants vous disent effectivement on n'a pas retenu les leçons de ce qui s'est passé durant le premier confinement. C'est vrai que tout le monde a été un peu pris de court. La saturation dans les hôpitaux, on le rappelle, c'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas dû au Covid, ça fait des années que ça dure. Il y a une restriction au niveau du personnel, il y a un manque de moyens criant, et pourtant on n'a pas retenu les leçons, parce que pas un lit supplémentaire de réanimation. Il y a 101 départements en France, il y a 5000 lits, ce qui représente en moyenne 50 lits par département. C'est très peu, c'est rien. Christophe, moi si je peux me permettre, je voudrais juste rappeler qu'en début de crise, Macron avait évoqué le fait que nous étions en guerre. Et quand on est en guerre, on met les moyens. Oui. C'est-à-dire, on met les moyens financiers et les moyens intellectuels et tous les moyens disponibles pour faire face à cette guerre. Et je pense qu'il ne l'a pas fait, parce qu'au-delà du fait que le secteur de la santé est en crise depuis 10-20 ans, comme celui de l'éducation nationale en France, je pense que malheureusement, ce n'est pas une priorité au sein du gouvernement. Et ça, on le voit tout de suite, au-delà de se poser des questions, à savoir est-ce que c'est bien, c'est pas bien, il fallait faire comme ça. À notre simple niveau, on est des citoyens lambda, et on n'a pas les capacités intellectuelles et scientifiques pour comprendre ce qui se passe et comment réagir. Mais ce qu'on peut voir, c'est l'incapacité du gouvernement à être cohérent avec ses propos. Aujourd'hui, il a évoqué des chiffres hier. Après, moi, on peut mettre en doute ces éléments-là, parce que quand on voit la réalité dans les hôpitaux, ils saturent depuis des années. Donc, normalement, c'était une double action qu'il fallait mener. Une première pour répondre à ces problématiques qui durent depuis 20 ans dans les hôpitaux de France, et dans le système français de façon générale, et la deuxième dans cette situation. Et quand il nous annonce des chiffres en disant qu'on va passer de je ne sais plus combien à 6 000 et que dans peu de temps on va arriver à 10 000, quelque part, ça nous démontre qu'il n'a pas compris l'urgence. Et c'est ça qui est triste. On va voir ce qu'en pense Rachid, qui nous appelle au 01 40 33 9000. Rachid, bonjour. Damien, c'est ça? Salut Christophe.
C'est ça, Damien. Bon, Rachid, est-ce que tu comprends ces décisions prises hier soir par le président de la République? Non, pas trop, parce que je vais un peu rejoindre les propos des chroniqueurs qui sont avec toi. On savait tous, enfin quand je dis on savait tous, tous les professeurs et spécialistes du virus nous avaient prévenu qu'en hiver, dès que les températures allaient baisser, donc ça allait commencer à revenir assez fort. Et de mars à octobre, si je compte bien, on a 7 mois. Donc moi la question que je me pose, c'est pendant 7 mois, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ouais, c'est la question qu'on peut effectivement se poser. Tu fais quoi concrètement toi, Rachid? Tu travailles? De quelle manière tu vas vivre ce confinement? Ben justement, moi le souci, c'est je voulais poser justement un autre problème, c'est le 2 poids 2 mesures, puisque les grandes surfaces vont rester ouvertes. Et moi, je suis un petit commerçant qui tient un salon de coiffure. Et justement, nous, on va rester fermés. Et pendant combien de temps, on ne sait pas. Et il est là le problème. Oui, effectivement, les petits commerces vont morfler encore une fois. Hein. Au niveau des mesures, tout est respecté. Ça vient, les 1,50 m, le masque obligatoire, le gel à l'entrée. Et je comprends pas que quand tu rentres à Carrefour, à Auchan, c'est une fourmilière. Et c'est encore nous qui allons payer pour tout le monde. Et ça c'est entendable, hein, Sherazade, Khadija et Nadir. Là, c'est un exemple concret d'un petit commerçant. Et ils sont nombreux, d'ailleurs, à morfler. Ils ont déjà morflé pendant le premier confinement. Et ils ont fermé, ils sont restés fermés pendant 2 mois quasiment. Et là, aujourd'hui, on leur demande de nouveau, alors que on arrive dans une période assez critique, économiquement ça devient de plus en plus compliqué, on leur demande de fermer. Et je ne sais pas, vous Rachid, si vous allez tenir le coup, j'allais dire, après cette durée dont on ne connaît pas encore justement de la fermeture. On parle pour l'instant, je crois, de 2 semaines renouvelables. Vous allez pouvoir tenir concrètement combien de temps, vous, cher Rachid? Bah, concrètement, comme la plupart des petits commerçants, arrive un moment, on va taper dans notre trésorerie personnelle et devoir sortir de notre poche pour pas partir en liquidation judiciaire, tout simplement. Effectivement. Il n'y a pas le choix. Merci Rachid et bon courage en tous les cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Ça, il faut les entendre aussi. Ce sont les gens qu'on a un peu laissés de côté. Et c'est vrai, enfin, je sais pas moi, Khadija, dans les magasins aujourd'hui et depuis hier d'ailleurs, c'est la fiesta quoi. Hein. C'est tout le monde y va, ça liquide tous les rayons. Il y a du monde partout, ça se bouscule dans les transports. Pareil. Et pourtant, ce sont les petits commerçants. Qui trinquent et à qui on demande de fermer et de faire de nouveau un sacrifice. Ces petits commerçants qui n'ont pas les épaules suffisantes pour tenir comparé à de grosses structures et de grosses entreprises. Oui, malheureusement, c'est tout l'enjeu. Hein. C'est le problème. C'est qu'est-ce qu'on favorise? Est-ce qu'on favorise l'économie ou la santé? Encore une fois, moi, je serais de partie de ne pas opposer les deux et voilà, de plutôt pousser vers plus d'accompagnement sur le plan financier des petites structures. Hein. On a plusieurs mesures qui ont été mises en place. On a le chômage partiel. On a d'autres mesures qui ont été mises en place pour financer à hauteur de 10 000 euros certaines structures. Donc, il faut aller plus vers ça et moins moins sacrifier aussi la santé sur cette question-là. Mais il y a beaucoup de secteurs qui souffrent. Il y a aussi les secteurs artistiques, les secteurs culturels qui s'en prennent plein la gueule parce que eux, justement, d'autant plus, ils travaillent la nuit, ils travaillent. Voilà, même là, pendant le couvre-feu, ils en ont bavé et ils vont continuer à en baver pendant encore au moins 1 mois. Ouais, Sherazade, il faut entendre aussi ces cris de détresse de ces petits commerçants et j'ai vu hier cet appel absolument glaçant de ce restaurateur qui a une centaine d'employés et qui dit « Je m'en fiche, je resterai ouvert parce que de toute façon, que je ferme ou que je reste ouvert, je vais fermer. Je vais claquer, ça y est, ça va fermer, ma structure va s'arrêter, je vais mettre des gens au chômage. » Justement, c'est triste, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. En fait, là, ce qu'on pourrait trouver pour eux, c'est une solution de contournement ou une aide financière ou autre. Mais justement, ce qui est triste, c'est que comme ça a été mal géré depuis le début, bah là, tout le monde paye. Pourquoi? Parce que dès le départ, le gouvernement a mal géré la crise. Et comme, effectivement, on le sait, Olivier Véran, le ministre de la Santé, Agnès Buzyn, etc., savaient qu'il allait y avoir une crise et on n'a pas été prévenu. Donc, on le sait maintenant clair et net qu'on aurait pu mieux gérer, qui aurait évité ce genre de problématique. Maintenant, faut se demander c'est en gros qui a géré ça, cette mauvaise gestion, et ces personnes-là doivent justement proposer des aides, vu que c'est leur faute.
Ouais, effectivement. Alors 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre avis qui nous intéresse sur le sujet. On s'interroge effectivement. Alors on est un peu dans l'expectative sur le fait que le gouvernement n'a pas encore détaillé, on va dire, les annonces importantes qui nous concernent. Est-ce que vous comprenez par exemple, moi c'est une chose que j'ai du mal à comprendre, peut-être que vous avez l'explication, que les écoles restent malgré tout ouvertes. Et Jean Castex le rappelait hier soir mais aussi ce matin à l'Assemblée nationale, il faut à tout prix que vous alliez travailler. Est-ce qu'on peut véritablement parler d'un confinement comme on l'a connu au printemps? Je pense qu'il est quand même, somme toute, un peu différent, Nadir. Bah, franchement, par rapport à l'école, moi je suis heureux qu'ils n'aient pas imposé la fermeture des écoles parce que pour être parent et pour avoir vu la difficulté de s'organiser avec ma femme, donc j'imagine tous les couples, pour savoir une semaine sur deux qui travaillent, qui gardent les enfants, la gestion des devoirs, franchement c'était ingérable et c'est vraiment un soulagement de savoir que les écoles restent ouvertes. Après le souci, c'est vrai que je pense que au vu du débat qu'il y a pu avoir entre scientifiques depuis le début, c'est-à-dire les oppositions des uns et des autres, c'est très compliqué aujourd'hui de dire oui, moi je sais quelle est la solution magique pour s'en sortir au-delà des gestes barrières et du bon sens des uns et des autres. C'est très compliqué et le reproche qu'on peut faire principalement à notre gouvernement, c'est de ne pas être à la hauteur, même si on découvre cette maladie. On a vu le départ avec le manque de masques, les mensonges ou les erreurs de la part du gouvernement. Bon, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui c'est tellement confus que quelle que soit la mesure qui peut être amenée de la part du gouvernement, il y aura toujours des contestations et des doutes sur le bien fondé de ces mesures. Absolument, 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis dans un instant. Et vous pouvez évidemment toujours voter sur Twitter, le grand forum FM2. Est-ce que vous comprenez ces mesures prises par Emmanuel Macron? Donc je disais tout à l'heure, on va avoir des détails sur la mise en place, je veux dire, de ce confinement. Alors c'est assez flou parce qu'on nous dit jusqu'au 1er décembre. D'un autre côté, on nous dit c'est pour 2 semaines, renouvelable. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On est un petit peu dans l'expectative, je dois vous dire, et que là, on a été un peu pris de court, comparativement au premier confinement. On avait quand même quelques jours pour s'organiser. Là, ça a été annoncé hier soir à 20h pour une mise en place cette nuit. Enfin, ça démarre cette nuit à minuit. D'ailleurs, petite question, que devient le couvre-feu ? On n'en entend plus parler, le couvre-feu. Est-ce qu'il est parti? Il est terminé de facto? Je ne sais pas. C'est un mot qui a disparu. Non, je pense qu'il a dit que ça tenait jusqu'à aujourd'hui 21h et qu'à partir de minuit, le nouveau confinement rentrait en vigueur. Très bien. Eh bien, dans un instant, on va parler de qu'est-ce qu'être français avec Khadija, et ça tombe plutôt bien d'ailleurs en cette période, Khadija Ben Ramdan, et on parlera aussi de la surconsommation avec Sherazade Bimorgan, et ça tombe aussi plutôt bien avec ces personnes qui se ruent dans les magasins et un petit peu partout. On le voit, c'est la pagaille, il va falloir de la prudence et surtout de la patience ce soir pour rentrer à la maison. Il y a beaucoup de monde, on a l'impression que tout le monde est sorti de chez soi avant ce confinement qui démarre pour tout le territoire national dès demain. A tout de suite les enfants, sur France Maghreb 2, c'est le grand forum jusqu'à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et évidemment patience dans les embouteillages qui sont extrêmement nombreux aujourd'hui en cette veille de confinement. Merci d'être avec nous et en direct sur votre radio France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum avec aujourd'hui à mes côtés le talentueux Nadir Kaya qui est avec nous aussi Sherazade Bimorgan et Khadija Ben Ramdan qui fait sa première et qui va d'ailleurs maintenant nous proposer un débat avec vous, auditrices, auditeurs, et tenter de répondre à cette vaste question. Qu'est-ce qu'être français, Khadija? Exactement, merci Christophe. Alors en cette triste journée, suite à l'attentat de Nice, comment réagir? Comment être plus que jamais soudés et forts ensemble? Comment faire rayonner nos valeurs fraternelles et éviter toute dérive, tout amalgame et tout mécanisme d'exclusion à l'égard d'une partie de la population française? Eh bien, je pense, et tu l'as dit, que la première étape est de s'interroger sur ce que c'est qu'être français. Il faut rappeler que le but premier du terrorisme, c'est celui de la division. C'est celui qui consiste à nous faire douter de la définition intime que chacun se fait de la France. Terroriser pour fissurer le pacte social en s'attaquant à des humains faits de chair et de sang et à des symboles faits de conviction et d'histoire. Donc ces attaques ont pour source et objectif la scission et viennent apporter dans leur tornade de haine, sur un plateau d'argent, la peur. Elle-même, source première des dérives sectaires, des déferlements populistes et du renforcement des discriminations. Alors aujourd'hui, l'enjeu dont j'ai envie de discuter avec vous, c'est qu'est-ce qui, selon vous, détermine et fonde notre identité française commune?
Quel est ce sentiment d'appartenance à une même nation? Certains diront le droit d'habiter sur le même territoire, de respecter les mêmes lois ou de parler la même langue. Mais j'aimerais entendre ce qui vous fait ressentir votre attachement à la France. Et au contraire, qu'est-ce qui vous fait sentir comme moins français? Qu'est-ce qui peut laisser, si c'est le cas, avoir ces dilemmes identitaires qui, dans des cas extrêmes, ont mené, comme aujourd'hui, à l'irréparable jusqu'à l'atrocité? J'ai aussi envie de vous partager ce qui, moi, française d'origine algérienne et tunisienne, me fait ressentir la France. Pour ma part, c'est cette fascination que j'ai pour cette identité complexe et si singulière dont nous parlons. Nous sommes le fruit d'une histoire et c'est la force des valeurs de fraternité avec laquelle j'ai grandi, ce multiculturalisme dans lequel j'ai eu la chance de baigner à l'école républicaine. C'est cette conviction que le vivre ensemble et le respect des droits fondamentaux est une priorité qui me fait me sentir française. J'ai vraiment envie d'entendre, chers auditeurs, qu'est-ce qui vous fait sentir français? Magnifique, magnifique Khadija. Question Nadir, avant de peut-être prendre les auditeurs, qu'est-ce qu'être français selon vous? 01 40 33 9000. Nadir Kaya, qu'est-ce qui te fait te sentir français? Ou pas d'ailleurs, à toi de nous dire. La question est hyper complexe, mine de rien, surtout à notre époque. Après, chacun a sa vision de la France et de son identité. Après, moi, ce qui me fait sentir français, c'est déjà le fait de vivre en France et de connaître un petit peu l'histoire de France, et notamment celle des 30 dernières années. Ce qui me fait aimer la France aussi, c'est ses valeurs, c'est tout un ensemble de choses. Parce que c'est vrai qu'il est très facile de critiquer la France, mais pour nous, issus de l'immigration, du Maghreb, quand on va au bled, on aime aller au bled, on y va avec plaisir, on va voir sa famille, mais on est aussi pressé de revenir en France à un moment donné. Donc quelque part, c'est qu'on aime cette France, même si elle va mal, même s'il y a des choses qu'il faut savoir dénoncer. Mais être français, c'est, je pense, accepter ce qu'on est tout simplement. Sherazade, qu'est-ce qu'être français selon toi? Question posée par Khadija. Oui, alors c'est effectivement une question complexe. Mais en même temps simple. Pourquoi complexe? Elle est simple en même temps cette question. Si, parce que en fait, comme on est né en France, en fait, on a grandi ici, on a des repères, on a la famille, on a une éducation. En fait, tout s'est fait en France. Donc en fait, être français, ça engloberait tout ça. Donc, ce serait pas concret, ce serait vraiment plusieurs points qui nous mènent en fait à aujourd'hui. Donc, de notre naissance jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a vécu. Est-ce qu'il y a des moments où on se sent plus français que d'autres? Effectivement, quand on est à l'étranger. Quand je suis partie, par exemple, aux États-Unis, non, il n'y a pas que ça. Moi, je me sens le plus français. J'étais aux États-Unis et on m'a dit tu viens d'où? Je dis de France. Et c'est quelque chose que je fais uniquement quand je suis à l'étranger. On se sent plus français que quand on est en France. C'est très bizarre, mais c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué auprès d'autres personnes qui me l'ont dit sans même leur avoir énoncé cette anecdote. Ali de Marseille est avec nous. Bonjour Ali. Oui, bonjour Christophe. Alors la question posée par Khadija. Premièrement, je tiens à remercier donc le Grand Forum. Hein, ça fait 3-4 fois que je vous appelle. Et donc c'est donc des intervenants qui sont magnifiques, très cultivés. Vous-même, Christophe, que j'apprécie énormément. Merci Ali. Voilà. Alors, la question posée par Khadija, parce que je sais que tu veux aussi... Qu'est-ce qu'être français? Qu'est-ce qu'être français selon toi, Ali? Alors pour moi, bon, vous n'avez pas de grands souvenirs, parce qu'il y a plusieurs personnes qui vous appellent. Bon, moi je suis un ancien militaire. Ouais. Et être français, c'est donc de partager le malheur et le bonheur de ce qu'on vit dans la société actuellement, ou avant ou après. Mais en tous les cas, donc de partager des choses communes avec les gens avec lesquels on vit, quoi. Et malheureusement, donc moi j'en reviens un peu à l'armée, donc le service national, qui a été une erreur monumentale, donc de couper, afin de suspendre du moins le service national, qui a permis à beaucoup donc de franco-maghrébins de côtoyer donc des franco de souche ou franco-italiens ou franco-espagnols. Donc voilà, pour moi c'est une erreur monumentale, ce qui aurait pu permettre, parce qu'effectivement les quartiers à l'heure actuelle, j'ai jamais grandi, Christophe, dans les quartiers. Je connais pas, moi je suis un enfant de la DAS, donc avec mes problèmes et mon bonheur aussi à l'heure actuelle. Mais j'ai jamais grandi dans les quartiers. Donc effectivement, je comprends les quartiers qui restent isolés. Et alors là, ce sera impossible, mais alors là, impossible,
que les jeunes de quartier puissent comprendre qu'est-ce que être français aujourd'hui. Hein. Ali, ça dépend, ça dépend. Oui. Ali, vous faites quoi, vous travaillez? À l'heure actuelle, je suis jardinier. Très bien payé, dans une copropriété privée. Franchement, encore mieux que l'armée, même si je regarde quand même l'armée. J'imagine. Bon, en tout cas, vous, le confinement, ça va pas vous déranger alors en soi? Non, ça m'a pas dérangé la première fois, ça me dérangera pas la deuxième fois. Un peu embêtant pour sortir mes enfants, j'ai 2 filles. Ouais. Donc ouais, c'est un petit peu contraignant, on va dire. Mais je subis pas les mètres carrés que vous avez à Paris. Je suis bien. Bon, bah parfait. Merci beaucoup, mon Ali, en tout cas. Je vous embrasse et, voilà. Merci. et à très bientôt. Juste pour revenir sur... alors, c'était Yasser Louati, je crois. Non, il n'est pas là aujourd'hui, mais... Non, pardon. Le deuxième intervenant, l'homme. Nadir Kaya Nadir Kaya, voilà. Oui. Qui comprenait pas pourquoi. Donc, effectivement, donc il n'y a pas, on va dire, de boutiques essentielles l'une contre l'autre. Mais bon, c'est plus simple. Franchement, pour moi, il n'y a pas de difficulté à comprendre que les grandes surfaces restent ouvertes. Contrairement aux petites surfaces, donc les boutiques, les épiceries, les snacks, les compagnies, parce que tout simplement, on y trouve de tout et il faut bien manger, quoi. Donc, effectivement, ce sera toujours les riches qui vont s'enrichir et les pauvres qui vont s'appauvrir, malheureusement. Mais le système est fait ainsi et malheureusement, c'est aux grandes surfaces de rester ouvertes et de fournir le maximum de choses aux citoyens. Merci Ali, merci Ali de Marseille, on l'a bien entendu avec cet accent, vous nous écoutez sur le 93.8, on vous salue d'ailleurs amis marseillaises et marseillais et de toute la région d'Aix-en-Provence, une très belle région sympathique où voilà, on vous salue en tout cas, merci beaucoup Ali. Question intéressante et c'est vrai que Sherazade nous disait Nadir, toi aussi en substance, qu'on se sent français, pour revenir à la question posée par Khadija, lorsqu'on est la plupart du temps à l'étranger. Et c'est vrai que parfois dans certains pays, notre comportement à nous Français, il peut être mal perçu. On est considéré comme des gens qui ne font que râler. On est dans certains pays considérés comme des gens qui ne sont pas très propres. Il y a toutes ces choses qui sont dites sur nous aussi, Nadir. Il y a pire ailleurs. Hein. Ça c'est le phénomène franco-français de s'auto-flageller comme ça. Non. Moi, je l'ai entendu, j'ai voyagé un tout petit peu dans ma vie. Franchement, ça peut être mieux ailleurs comme ça peut être pire. Hein. Après tout ça, c'est une facilité de l'esprit que de dire que les Français sont... fut un temps, je pense qu'en Allemagne, ceux qui avaient une mauvaise réputation en termes de touristes, c'était les Allemands, qui étaient très disciplinés chez eux et très, très impolis et très dévergondés ailleurs. Après, les Français, aujourd'hui, c'est un peu compliqué au vu de la situation. Mais bon, après, pour revenir sur le fait de se sentir français, comment la définir, c'est difficile parce qu'en fin de compte, il faut se définir soi-même. Et c'est compliqué parce que chacun, je pense, hein, personnellement, a sa conception, déjà s'il a réussi à s'autocritiquer et à comprendre qui il était en termes d'identité et d'accepter surtout ce qu'il était. Donc après, je pense qu'il y a autant d'identités françaises que de Français. C'est pas non plus manger du fromage et boire du vin à table, hein, on est d'accord. Non, oui. Après, je pense qu'on a des communs, typiquement par région. Par exemple, les Parisiens, voilà, un Parisien, il court après le métro, il court tout le temps, on est tout le temps stressé et tout le temps on court. Même quand on marche pour faire une balade, on marche vite. Je sais pas, on va au sud de la France ou autre, c'est pas la même chose. Donc il y a des traits communs. Par exemple, moi, quand je vais dans le sud, je sais pas pourquoi je repère un Parisien. Ouais. Ça se repère. Il est flashé. Il est flashé, ouais, c'est ça. Et ça, les Marseillais sont très forts pour repérer les Parisiens lorsqu'ils viennent notamment cet été. Voilà, Youssef est avec nous. Youssef, bonjour. Bonjour. Bonjour Youssef, il nous appelle d'où? Des Yvelines. Des Yvelines. Qu'est-ce qu'être français selon toi, Youssef? Être français, c'est quand on est en train de nous demander c'est quoi d'être français, je pense. Ah. On peut être français que dans le regard des gens. Nous, on se sent français. À la fois, on parle en français. Comme une fois, je parle avec des amis, je leur dis quand même, vous prenez un gros barbu, un mec qui est très wahhabiste dans sa tête, et ben au final, il parle français entre lui, avec son collègue ou quoi. Donc c'est ça, c'est la langue surtout, être français. C'est qu'on pense en français, on parle en français, on n'a même pas notre langue d'origine. Les 3/4, on la maîtrise même pas. Donc Shel Goumi n'est pas français alors? Justement, être français, c'est... Non, c'était une boutade. Et justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, les gens qui nous représentent, je parle pour les gens maghrébins, les 3/4 du temps, ils sont même pas nés en France. Ils sont arrivés ici, ils avaient 25 ans. Vous prenez un mec comme Moussaoui, le gars il est arrivé ici à 25 ans. Qu'est-ce qu'il sait que c'est quoi être musulman en France? Est-ce qu'il sait quoi être à l'école musulman en France? Non, il connaît rien.
C'est ça le problème aussi. C'est pour ça que les gens nous posent encore cette question après 70 ans de présence en France. Pour moi, pour ma famille par exemple. Et c'est parce que les gens qui nous représentent, ils sont pas nés en France. Donc ils n'ont pas. C'est vrai, t'as raison. La plupart du temps, ils sont pas nés en France, ça c'est vrai. Pour autant, mon cher Youssef, tu fais quoi toi? Le confinement, ça va te déranger? Tu travailles? Dis-nous. Ah bah ça va beaucoup me déranger. Je suis taxi moi, donc c'est pas que le confinement qui me dérange. Ah ouais, alors bonne question. Ça tombe bien que je t'ai en ligne parce que comment ça se passe vous les soirs de couvre-feu par exemple où il y a censé avoir personne dans les rues? Comment ça se passe? On travaille avec les gens qui finissent tard. Ouais. D'ailleurs, même alors si ça peut faire penser à quelqu'un, si les gens en fait hors confinement, en fait, on nous contrôle pas les taxis. Donc si vraiment un jour vous faites une soirée ou quoi, prenez un taxi. Ah, c'est le bon plan ça. On prend un taxi, c'est bon, on est tranquille. Ok. Pas besoin d'attestation. Bon, bah super. Bah merci beaucoup mon Youssef en tout cas. C'est intéressant Khadija ce qu'il nous dit Youssef, hein, dans ce qu'il vient de nous dire là. Oui, non, c'est très intéressant et ça renvoie aussi au fait que il n'y a pas une définition de ce que c'est qu'être français, mais que malheureusement, la définition majoritaire, et j'ai envie de dire un peu ancrée dans des idées politiques un peu d'extrême droite, nous dépeint le français comme le blond qui boit ou le brun qui boit du vin, qui mange du fromage, et voilà, qui est un bon français, quoi. Qui va au tiercé le Et dimanche. donc, en fait, c'est intéressant d'entendre un peu ces visions différentes et c'est intéressant surtout de se poser la question. Donc, merci Youssef pour ton intervention. Et cette partie d'émission, mon cher Nadir, serait d'utilité publique pour parler à tous ces identitaires qui nous cessent de nous rabâcher et de vous faire croire à vous, pas forcément à moi parce que je suis blanc et pour eux a priori tout va bien, mais à vous, Sherazade, à Khadija, à toi, que vous n'êtes pas français bien que vous soyez né ici. C'est ce qu'on aime vous rappeler sans cesse finalement, c'est ce discours qu'on vous balance à la tronche à longueur de temps. Et puis, vous n'êtes pas français parce que vous n'avez pas la même religion. Et puis surtout, ils veulent pas les voir, ces Français, dans les médias. Ou très très peu, parce que ça casserait un peu tout ce qu'on met dans la tête des Français depuis très longtemps, que les Maghrébins, les musulmans, les gens qui viennent de banlieue ou de l'immigration sont des incultes, des violents, tous pareils. Si tu mettais en permanence des Khadija, des Sherazade dans les médias, bien sûr que ça changerait les choses, même si aujourd'hui on est dans une situation un peu délicate, mais ils veulent pas voir ces gens-là. Cette France-là, ils la veulent pas. Alors, bah écoutez, en tout cas, on a essayé d'y répondre tant bien que mal à cette question, et merci beaucoup Khadija d'y avoir apporté ta contribution. Vas-y, je t'en prie. C'est pas forcément une question de religion en fait, c'est c'est limite au niveau du visage, une ressemblance qui est assimilée. Ça veut dire demain, je sais pas. Une personne est au travail d'origine non, même pas d'origine asiatique, parce qu'elle est née en France, donc elle est française, mais voilà, elle a des parents asiatiques. On va lui dire ah bah t'es de quelle origine? Elle va dire française. Ils vont lui dire non mais quoi, chinois, japonaise, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne ressent pas à un type de français ce qu'on pouvait entendre à une époque, français de souche. C'est ça, français de souche, comme on a pu l'entendre à de nombreuses reprises. Alors justement, on va changer maintenant de sujet et proposer un autre débat avec toi, Sherazade, pour parler aussi d'un sujet qui est un peu d'actualité en ce jour si particulier, en cette veille de confinement, de surconsommation. Nous t'écoutons, Sherazade. Oui. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Oui, on t'entend bien. D'accord. Maître Peuple, sur sa fenêtre penchée, tenait en sa main son colissimo. Maître Lobby, par la vision aiguisée, lui tint à peu près ces mots. Vous n'êtes pas jolie, et vous me semblez laid. Sans mentir, si votre beauté se rapporte à votre dignité, vous êtes le pire des hôtes de cette société. À ces mots, le peuple sentit une frustration, un train de vie sans considération, un pouvoir en diminution. Lobby s'en saisit et dit « Mon bon monsieur peuple, beauté et bonheur, voilà donc ce que vous cherchez. N'ayez aucun doute qu'une seule solution vous est donnée. Payez et consommez tout ce que vous désirez. Nulle contrainte, nulle pensée doit vous arrêter. Seul vous devez penser, ainsi vous serez comblé. » Nous sommes aujourd'hui à 7 milliards d'humains et l'augmentation de la consommation est un phénomène relativement nouveau qui date de moins d'un siècle et qui a démarré aux États-Unis, en Amérique. Pendant des millénaires,
l'homme achetait ce dont il avait besoin. Jusqu'au jour où les modes de production évoluèrent. Et là, on pouvait ainsi produire plus, beaucoup plus, un surplus qu'il fallait impérativement écouler. Nous vivons ainsi aujourd'hui dans un monde où nos sociétés génèrent plus d'offres que de demandes. Une demande que le marketing doit alors se charger de créer massivement et de manière constante. Aujourd'hui, il est impossible d'éviter les publicités. Celles qui couvrent nos rues, nos boîtes aux lettres, nos téléphones et télévisions. Celles qui nous manipulent avec l'obsolescence programmée, l'arme ultime de la surconsommation. Celle qui nous ment en nous faisant croire qu'elle nous vend du bonheur, de la beauté et une certaine dignité. Le suremballage de notre consommation effrénée d'objets. Une surconsommation qui engendre une pollution massive, une surconsommation de nourriture laissant les autres affamés, une surconsommation laissant les futures générations dans l'adversité. Nous vivons comme si nous avions une planète supplémentaire à notre disposition. Des études démontrent que nous consommons 20% de plus de ressources naturelles que ce que la planète a la capacité de générer. Et justement, pour répondre à nos besoins futurs, si nous continuons à ce rythme, nous avons besoin de 2 planètes en 2030. Alors oui, certains me diront effectivement, elle rend notre vie plus commode, plus accessible et favorise le progrès technologique. Mais je vous demande à quel prix ? Un juste milieu dans chaque chose et chaque chose doit être régulée. Mais comment fait-on ? Une disparité prononcée, mais personne ne pourrait y remédier. Chers auditeurs, auditrices, pouvez-vous me dire comment résister à cette société de consommation ? De surconsommation. Khadija, comment résister à cette société de surconsommation ? Et c'est vrai qu'on est accablé de pubs de part et d'autre, des offres les plus alléchantes les unes des autres. Et d'ailleurs vient le confinement et il y a quelques entreprises qui vont faire, le profit de tout cela, notamment Amazon, qui commence à faire des pubs à tout va avec le Black Friday qui approche à grands pas. On est dans une société de surconsommation. Comment y faire face ? Comment y résister ? Alors nous, j'ai envie de répondre que nous, on est les enfants de la surconsommation, on est les enfants de la mondialisation. Donc c'est plus qu'un défi, c'est un mode de vie entier qu'il faut changer. Après, encore une fois, il y a des modes alternatifs qui existent. On peut décider de consommer moins, on peut décider de consommer mieux. Et aujourd'hui, la question, c'est pas comment résister, mais c'est à quel degré résister. On n'a plus vraiment le choix parce que la consommation intensive tue, elle tue notre environnement et elle nous tue aussi. Et voilà, c'est des décisions qui sont personnelles, mais qui doivent être collectives pour avoir vraiment un impact. La surconsommation, pardon, pas la surpopulation, attention lapsus. Nadir Kaya, la surconsommation. Comment tu fais toi pour y résister ? Appelez-nous d'ailleurs pour nous dire 01 40 33 9000. Ah, tu sais Christophe, j'ai un âge avancé comme tu le disais auparavant, donc à partir de là, j'essaye de me remettre en question et puis quand on arrive à un certain âge, je pense que le passé est plus important que l'avenir, entre guillemets. Bon, j'ai pas non plus 600 ans, mais tout ça pour dire que, on le disait au départ, si on veut que la société change, parce qu'on voit ses excès et on voit le chemin qu'on est en train d'emprunter, c'est de se remettre en question déjà individuellement. Et ça passe à tout à chacun de prendre conscience de cette réalité. Après, c'est vrai que c'est aussi une question d'âge, comme je dis. Un jeune doit avoir des parents pour lui faire comprendre très tôt l'importance de ne pas gâcher les choses, de faire attention à ce qu'il mange, et tout un ensemble de choses qui font qu'on doit faire attention à ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, la société dans laquelle on nous impose de vivre, c'est très difficile de ne pas céder à la tentation. Alors, on va justement faire un petit tour du côté du standard pour avoir vos avis qui nous intéressent bien sûr dans cette émission, puisque plus que jamais vous avez la parole au 01 40 33 9000. J'avoue que je ne sais pas qui est avec nous. Allô, bonjour, je découvre. Bonsoir. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir allô ? monsieur. Quel est votre prénom ? Je m'appelle Smaïl. Smaïl, vous nous appelez d'où, cher Smaïl ? Là en ce moment, je vous appelle, moi je suis des Yvelines. Ouais. Comme des Yvelines, je suis au Muro. Voilà, moi ça fait un bon petit moment que j'étais sensibilisé sur la protection de la planète, ouais. Mieux consommer,
donc préserver nos ressources. J'ai mis en place, j'ai créé un site où les gens qui avaient des objets à qui on pouvait redonner une seconde vie pour ces objets-là, essayer de le mettre, d'en faire des dons, de faire des donations de ces objets, excusez-moi. Le souci, c'est que le site n'a pas trop pris parce que les gens aujourd'hui ne sont pas trop sensibilisés et ça commence, je le vois moi maintenant autour de moi, les gens commencent à s'intéresser un peu plus. On le voit, les gens aujourd'hui essayent de consommer autrement. On voit des boutiques de vêtements d'occasion, des vêtements qui ont déjà été portés, donc ces nouvelles boutiques qui commencent à sortir. On les voit, ils vont naître sur Paris. Mais bon, après, il est vrai aussi que moi, par exemple, dans ma vie au quotidien, j'essaye de réduire j'ai beaucoup réduit tout ce qui était produit manufacturé. Donc, j'essaye de consommer au plus simple, au plus proche de la terre. Et puis après, la même chose, tout à l'heure, vous parliez d'éducation, je sensibilise mes enfants sur les gestes à avoir par exemple, concrètement, Smaïl, concrètement, je discutais lors d'une interview avec un responsable d'une organisation humanitaire qui lui part souvent en Afrique et il nous disait, vous vous rendez pas compte, lorsque vous lavez les dents, nous aujourd'hui on a cette chance aujourd'hui d'avoir le robinet, donc il est ouvert. Et il m'avait dit, un truc qui m'avait surpris, il m'a dit on peut utiliser entre 16 et 20 litres d'eau pour se laver les dents, alors qu'avec un seul gobelet, on peut se rincer la bouche et se laver les dents tranquillement. Je veux dire, l'eau est précieuse en Afrique, par exemple, dans certains endroits de la Terre, et nous aujourd'hui, ça fait partie aussi de cette surconsommation. On consomme l'eau, on est tous bien placés pour dire qu'on allume le robinet et puis pour se laver les mains, on laisse couler l'eau à fond, pour se laver les dents, pour autre chose, pour se laver la figure. Alors qu'on n'a pas ces petits gestes qui font qu'on pourrait aussi quelque part avoir ces gestes qui seraient importants aussi pour le reste du monde, quoi. Parce que j'ai de la famille qui habite. Pour répondre à l'une des thématiques que vous avez portées, je suis d'origine algérienne et marocaine et j'ai de la famille à la campagne. Et je peux vous dire que quand vous êtes vraiment dans un coin reculé et que vous n'avez pas l'eau, ouais, il y a certains endroits où il n'y a pas l'eau. Ouais. Voilà, et je peux vous dire que vous faites tout avec une bassine et un verre d'eau. Et là, c'est quoi votre site, Smaïl? Smaïl, donnez-nous votre site. Allez, faites-vous un peu de pub. C'est quoi votre site? Le site. Oui, le site. Oui, vous avez parlé d'un site que vous aviez ouvert. Vous avez ouvert un site. C'est quoi votre site? C'est Donon 78. Oui, Donon 78 et quoi? Honnêtement, je l'avais créé et puis ça fait un petit moment que je l'avais créé et là j'ai repassé le bébé à une autre personne. Donon 78. Au pire, je vous rappellerai. Il n'y a aucun problème. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Dernière petite question. Vous travaillez dans quoi, vous, pour le confinement? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Moi, je suis agent administratif. Je suis dans le service public. Donc, vous restez ouvert. On reste ouvert. D'accord. Par contre, on attend. On verra. On continue. On est toujours au service des administrés, mais bon, on verra. D'accord. Après les choses demain, on verra comment ça va s'organiser. C'est ça. Merci Smaïl en tout cas de votre appel. 01 40 33 9000. Allez, dans un instant, une petite libre antenne improvisée. Nous avons envie de savoir aujourd'hui comment vous allez vous organiser avec ce confinement. Est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous allez rester à la maison? Est-ce que vous allez privilégier le télétravail? C'est d'ailleurs un sujet qui devait être abordé par Sherazade à la base, si je ne m'abuse. Le télétravail. Eh oui, je sais qu'il y en a qui ont cette chance de pouvoir télétravailler à la maison. Et c'est vrai que ça arrange bien des parents que les enfants puissent partir à l'école, parce que ça a été la galère, Nadir, tu nous en parlais tout à l'heure, lors du premier confinement, les enfants plus de télétravail, c'était très compliqué à la maison. Il fallait suivre non seulement les enfants et en plus travailler pour son entreprise. Dans un instant, vos appels 01 40 33 9000. La question est toute simple. Comment va se constituer votre confinement? C'est le grand forum sur France Maghreb 2 avec Khadija Benramdan, avec Sherazade Bimorgan et avec Nadir Kaya sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. France
2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, encore quelques minutes bien entendu, avec Khadija Benrandam qui est avec nous, avec Sherazade Bimorgan, avec Nadir Kaya, et on a envie de savoir, pour finir, de vous accueillir en direct, pour nous dire un petit peu comment vous allez vivre ce confinement, de quelle manière vous allez vous organiser, bien que nous n'ayons pas encore tous les éléments pour savoir comment ça va s'organiser, puisqu'une conférence de presse est prévue dans maintenant un peu plus de 40 minutes par le gouvernement. Ce dont j'ai entendu, alors, à vérifier, attention, hein, pour les attestations, apparemment, il nous faudra télécharger l'application Stop Covid. Bizarre cette histoire. Comme lors du premier confinement. Non, Si le gouvernement avait mis à disposition. Les attestations, tu pouvais les trouver sur le site du ministère de l'Intérieur. Ouais, tout à fait. Les trouver partout. Ouais. Donc, je sais pas. À suivre. En tout cas, on aura des éléments tout à l'heure. On est à Metz avec Karim. Bonjour Karim. Ouais, salam alaikum à toute l'équipe. Salut Karim. Salam. Comment ça va? Bah ça va très bien mon Karim. Alors dis-moi comment ça se passe le confinement pour toi. Tu vas travailler, comment ça va se passer? Bah moi je suis routier, je vais être sur la route, mais le seul truc dont je redoute c'est le dernier confinement là, toutes les heures de repos, tu t'étais fermé et tout, c'est ça qui me stresse un peu quoi. Ah bah ouais effectivement on n'y pense pas ça, mais le routier lui il a besoin de se restaurer, de manger, de boire, de se laver. Voilà. Effectivement, ouais. Donc j'ai pris l'habitude moi vu que je livre du frais, je conduis un 44 tonnes de frigo, tu sais. Ah ouais. Tu peux pas nous faire un petit coup de klaxon? Moi j'aime bien écouter les klaxons des camions. Ah bah attends, je suis sur l'autoroute, je vais faire un coup de klaxon. Vas-y, on s'en fout. Vas-y. Les gens ils vont avoir peur et ça va créer un... Oui. Je serais tout seul, ça va, mais là je suis sur la route, je peux pas. Ouais, surtout si c'est une petite mamie. Même pas chiche qui arrive. Christophe, surtout si y a une petite mamie devant. Il y a des gens et tout, il y en a, ils vont paniquer, ça va être panique à bord. Ouais, effectivement. Bon, Karim, toi tu fais du transport à la semaine, c'est ça? Ouais, à la semaine, et puis moi franchement le dernier confinement, vu que moi j'ai l'habitude toujours de me démerder pour trouver une douche ou voilà. Ouais. Là ça va être un peu compliqué parce que tous les restes, parce que des fois voilà, quand on fait notre coupure, c'est bien de la faire dans un café tranquillement au calme. Là tous les cafés sont fermés. En gros, on va être livré à nous-mêmes ça va être un peu compliqué, quoi. Ouais, j'imagine. Bah, bon courage en tout cas, Karim, et sois prudent, bien entendu, parce que t'as un gros camion. Et je collerai l'autocol en France Maghreb derrière ma petite. Y a pas de souci, merci beaucoup, mon Karim, je t'embrasse et bonne route à toi. 01 40 33 9000, comment vivez-vous ce confinement? De quelle manière vous allez l'appréhender? Est-ce que vous allez travailler? Est-ce que vous allez privilégier le télétravail? Est-ce que de quelle manière vous allez vous organiser? Tiens, par exemple, Khadija, de quelle manière toi tu anticipes un petit peu ce confinement? Alors, moi, comme mes cours donc en master sont à distance, donc là, je suis totalement à la maison depuis un moment. Pour les cours que je donne de philosophie dans l'association, les élèves, je les ai aussi à distance. Donc, on s'organise, on essaie de garder un lien. Bien sûr, c'est pas la même chose, mais l'essentiel, c'est que l'apprentissage se fasse et que la connaissance reste vivante, même en cette période difficile. Très bien. Nadir, toi, tu vas bosser, évidemment. Ah bah on n'a pas le choix, moi je suis dans le transport express du côté de DHL à Roissy, nous on a travaillé en permanence, après il y a des secteurs dans ma société où on a favorisé le télétravail, mais globalement pour tous ceux qui font de la manutention, camions, avions, tout ça, ils sont là, ils sont présents, évidemment. Et ils participent au fait que la France tourne parce qu'on affrète de la nourriture, tout un ensemble de produits qui sont nécessaires à la vie et à la survie d'une société quand elle est dans une situation comme celle-ci. Sherazade, de télétravail, toi ça te connaît par contre? Exactement, toi tu as déjà la réponse. Effectivement, nous on a favorisé le télétravail car en fait on est une société de prestations et on travaille pour un client. Donc on travaillait déjà à distance par rapport aux clients, mais on se réunissait tous dans des locaux. Mais le travail qu'on réalise, on peut très bien le réaliser à distance. Et les locaux, c'est vraiment pour garder ce petit lien social entre l'équipe. Dalila qui nous appelle. Bonjour Dalila. C'est ce que je voulais vous dire. Bonjour Dalila. Je voulais vous dire que tous les êtres humains, on est tous perturbés en ce moment. Et je pardonne Allez-y Dalila, on vous écoute. République et je pardonne M. Macron pour ce qu'il a dit, parce qu'écoutez, il est lui-même, il est un être humain, et il est comme nous.
Vous appelez d'où, Dalila? Allô? Vous appelez d'où, Dalila? Allô? Oui, on vous entend, vous appelez d'où? Apparemment, elle ne nous entend pas, Dalila. Merci beaucoup, madame, en tout cas, de votre appel. 01 40 33 9000. Comment vivez-vous ce confinement? De quelle manière vous l'appréhendez? C'est ce qui nous intéresse, évidemment. Bien entendu, avec vos appels au 01 40 33 9000. On va tâcher, nous, en tout cas, d'être présents et de s'adapter aussi. Hein. Il nous faut s'adapter avec les restrictions sanitaires, bien entendu, qu'il nous faut prendre en cause. Et on va essayer d'être là le plus possible et surtout de vous accompagner et de permettre aussi à mes chroniqueurs d'être présents avec vous par les différents moyens techniques qui existent, et ils sont nombreux, par le biais du Skype, etc. Comme ce fut le cas, par exemple, aujourd'hui, vous avez Nadir Kaya qui est en plateau aujourd'hui, et vous avez Sherazade et Khadija qui sont toutes les deux chez elles, tranquillement, et qui peuvent aussi faire de la radio. Donc c'est ça la magie de la technique, hein, finalement. Vive la technique! Tiens, on va prendre peut-être un dernier appel. Hop, je sais pas qui c'est. Je suis un fou, hein, mais on prend les appels en direct. Allô, bonsoir. Allô. Ok, bon, très bien. Je suis tellement fou que ça a raccroché. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va conclure en tout cas cette émission d'aujourd'hui. Remercier Monsieur Kaya d'être venu. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est un petit peu à la dernière minute, hein, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de te voir, on a dire. Également, c'est partagé, Christophe. Et on va tâcher, en tout cas, de rester droit dans nos bottes et puis surtout d'essayer d'affronter un petit peu tout ce qui nous arrive en ce moment avec philosophie, j'ai envie de dire. Hein, n'est-ce pas, Khadija? De la philosophie. Totalement, il en faut. Il en faut, effectivement. Et je te souhaite officiellement la bienvenue dans l'équipe du LGF, ma chère Khadija. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup. Merci à Nadir et Sherazade. C'était une super première. Merci. Voilà, effectivement. Sherazade, merci beaucoup. Merci. Et à très vite, les filles. Merci, Christophe. Merci, Khadija. Merci, tout le monde. Merci à tous les trois. Et rendez-vous demain sur France Maghreb 2, évidemment, pour le LGF entre 16h et 18h. Dans un instant, juste après les infos de 18h. L'ami Medjahed qui sera avec vous pour vous divertir, et ça fait du bien en cette période un peu difficile. Bonne soirée, à demain.